à tous, on se retrouve dans cette troisième vidéo pour parler du grignotage, donc comment déjouer les pièges et la sédentarité liés au télétravail. Juste avant de démarrer, je voudrais faire une petite introduction sur le grignotage. Il faut savoir que ce n'est pas un phénomène qui est nouveau, c'est quelque chose qui date depuis des millénaires, des siècles. Après, selon les sociétés, on l'assimile plus ou moins à certaines pratiques alimentaires. Par exemple, en Espagne, le grignotage, on peut peut-être dire que c'est les tapas quand on a l'habitude d'en prendre entre les repas. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Et on va voir, nous, aujourd'hui, dans la société française, à quoi on assimile le grignotage et comment pouvoir le déjouer. Donc, les pièges du télétravail. On vit dans une nouvelle société depuis la crise sanitaire où le télétravail a pris une plus grosse ampleur, bien que certainement certains d'entre vous peut-être étaient déjà en télétravail en amont, c'était peut-être une habitude. Mais en tout cas, aujourd'hui, pour tous ceux qui ont découvert le télétravail, il a fallu se créer une nouvelle organisation parce qu'on n'est pas habitué à se retrouver à la maison derrière son écran. Donc, ça crée beaucoup comment dit-on? Je perds mes mots, ça y est. De nouvelles habitudes à mettre en pratique. On peut aussi s'ennuyer. Alors, on parle d'ennui parce que, bien évidemment, d'habitude, on prend des petites pauses pour aller prendre le café avec les collègues. Et là, on n'a pas de collègues, on est peut-être tout seul à la maison, ça peut créer de l'ennui. Et malheureusement, souvent, on est donc du coup chez soi et donc on a accès beaucoup plus facilement à l'alimentation puisqu'on n'a qu'à tendre le bras pour avoir un accès beaucoup plus facile au placard et à tout ce qu'il peut y avoir dedans. Et donc, tout ça peut engendrer des grignotages. Donc, le but, c'est pouvoir vous aider à déceler qu'est-ce qu'un grignotage et comment le transformer en une autre manière de manger. Les pièges du télétravail. On vient de le voir, effectivement, on a de la nourriture à profusion autour de nous puisqu'on est à la maison, mais ça a également d'autres impacts. Tout simplement, on est moins actif, il y a moins d'activité physique. À savoir que l'activité physique, c'est le fait de se mouvoir, de créer une contraction musculaire. On ne parle pas forcément d'activité sportive. Le fait de bouger, de marcher, c'est déjà une activité physique. Et vu qu'on se retrouve en télétravail, peut-être qu'on n'a pas à aller jusqu'au télécopieur ou à l'imprimante, peut-être qu'on n'a pas à aller voir le collègue pour lui poser une question. On est vraiment fixé sur sa chaise. Donc, on a une déperdition en termes d'activité physique. Au niveau de l'hydratation également, déjà, il faut savoir qu'on est quand même composé à 60% d'eau, donc ce n'est pas négligeable. Et en plus, quand on perd un petit peu nos repères du travail de d'habitude, les repères d'hydratation, ils sont modifiés aussi. C'est-à-dire, peut-être que d'habitude, je ne sais pas, moi, au travail, vous preniez une petite pause à 10 heures, vous buviez un petit peu d'eau, une tisane ou même du café. Peut-être que vous faisiez la même chose dans l'après-midi, etc. Et c'était des manières d'avoir un petit peu des piqûres de rappel au niveau de l'hydratation. Et là, aujourd'hui, vous êtes en télétravail, vous vous retrouvez chez vous, vous ne faites pas forcément de pause pour parler avec les collègues puisqu'ils ne sont pas là. Et donc, vous allez peut-être oublier de boire. Et on aura beau avoir la tasse à côté de soi ou à côté de l'ordinateur, peut-être qu'on ne pensera pas à boire. Donc, l'hydratation, elle est aussi impactée. Et il faut savoir que moins on est hydraté, plus ça réduit notre vigilance, les performances physiques et mentales. Donc, boire, c'est vraiment essentiel. Et on y reviendra un petit peu plus tard. Bien évidemment, on a accès au téléphone, télé, PC, d'autant plus quand on est à la maison. Il y en a qui vont peut-être continuer à manger en travaillant devant l'écran, d'autres qui, sur leur petite coupure, vont se mettre devant la télé. Et tous ces écrans lumineux favorisent malheureusement les prises alimentaires d'environ 30%. Et on abordera vraiment le sujet des écrans tout à l'heure, mais vous verrez que ça aura également un impact sur votre qualité de digestion et ça aura un impact sur la quantité également d'aliments que vous allez pouvoir manger. Et on l'a dit du coup juste en amont, malheureusement, ou heureusement pour certains, on ne sait pas, vous n'avez pas de collègues à côté de vous. Et donc, du coup, la prise alimentaire, elle va se faire sur cette pause, c'est-à-dire que vous allez faire une petite pause et au lieu d'aller papoter, c'est une occasion de regarder un petit peu ce qu'on a dans les placards. Donc, l'idée, c'est de déjouer un petit peu tous ces pièges. Et on va commencer par le grignotage.
Donc, le grignotage, qu'est-ce que c'est? Le grignotage, il faut savoir que déjà, ce sont des prises alimentaires qui se font donc en dehors des repas, bien entendu, et c'est souvent des petites prises alimentaires. On ne va pas forcément en faire un repas, mais on va quand même picorer les petits aliments. Le souci se pose aujourd'hui, c'est qu'on s'oriente vers des aliments qui sont très riches en énergie. Souvent, ça va être des gâteaux, des chips, une petite viennoiserie, ça peut être une barre de céréales, des bonbons. C'est souvent ce type de produits vers lesquels on va s'orienter. Et si vous grignotez tout au long de la journée, vous allez avoir une digestion qui va être sursollicitée et on entend par là, vous allez avoir une digestion qui va perdurer toute la journée. Donc, votre système digestif ne va pas du tout être au repos entre le lever et le coucher puisque vous aurez mangé toute la journée. Vous le savez, on le répète, mais le grignotage engendre également une prise de poids. Donc là, on va essayer peut-être de troquer ce grignotage en un autre apport alimentaire pour limiter justement cette prise de poids. Et bien entendu, et là j'ai détaillé tout ce qui était bonbons, barres de céréales, etc. C'est des aliments ultra transformés. On le sait, c'est mauvais pour la santé. Mais bien évidemment, sur ces petites pauses, souvent, on s'oriente vers des produits sucrés parce que, pardon, excusez-moi, parce qu'on a une notion de réconfort, ça nous fait du bien à ce moment-là, on a envie de se faire plaisir. Et c'est ça, en fait, qui va avoir un impact sur votre digestion, sur votre silhouette, sur votre capacité à être concentré ou pas. Au niveau du grignotage, on vient de faire le point sur ce que c'était et on va voir qu'est-ce que c'est qu'une collation. Donc, on a fait un petit tableau pour voir un petit peu les différences. Le grignotage, on l'a dit, c'est une prise alimentaire irrégulière et c'est des petites portions en général. La collation, c'est quelque chose qu'on va instaurer comme une habitude alimentaire. Ça va être régulier. Alors, à contrario, le grignotage, ça va être plutôt souvent des produits très riches, donc ce sera déséquilibré. Alors que la collation, on va voir juste après, on va faire des petites combinaisons. Ça peut être très équilibré, vous amenez des bons nutriments, des bonnes vitamines, un bon rassasiement et éviter de prendre du poids derrière. Le grignotage n'est pas forcément lié à une sensation de faim. On l'a dit, c'est souvent l'ennui, la solitude. Ça peut être aussi lié à une émotion, qu'elle soit positive ou négative. Alors que la collation est réellement associée à une sensation de faim. Et on va voir sur les prochaines diapositives qu'est-ce que la faim. Aujourd'hui, comment ça se manifeste? Est-ce que vous le savez? Ça, c'est des choses qu'on va voir dans les prochaines diapositives. Et bien évidemment, le grignotage va engendrer une bombe calorifique, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup d'énergie qui va être consommée, même si on ne va pas forcément manger beaucoup de produits, c'est le produit en lui-même qui va être très calorique et qui va engendrer tous les désagréments derrière. Alors que si, à contrario, on fait une collation, qu'on fractionne, puisque du coup, ce sera des petites portions, des éléments, on va dire, intéressants pour votre organisme, on n'aura pas ce surplus énergétique. Et tout à l'heure, je vous ferai une comparaison vraiment entre le grignotage et la collation en termes de calories. Vous allez voir que c'est impressionnant la différence qu'il peut y avoir. Alors, une collation équilibrée, qu'est-ce que ça peut être? Alors déjà, un point d'honneur, buvez sur votre collation. Pensez à vous hydrater. Ce sera l'occasion d'amener un petit peu d'eau à l'organisme. Ça peut être du thé, du café, une infusion, une ricorée, une chicorée, du caro, un cappuccino, de l'eau. Ça n'a pas d'importance. Donc, on a notre boisson. On va retrouver à chaque fois un aliment qui va contenir des fibres dans les fruits. Vous pouvez le manger frais, en compote, une pomme cuite au four, ça n'a pas d'importance. Ça peut être un produit céréalier ou du pain. Et là, quand je parle de fibres, parce que l'idéal, ce serait de vous orienter vers du pain complet, du pain aux céréales, des mie où le pain n'est pas blanc, tout simplement. Enfin, des pains où la mie n'est pas blanche. La phrase était à l'envers. Ça va être de l'apport d'énergie et de fibres. Et à côté, on peut associer des protéines. Les protéines, on peut les retrouver dans des laitages. Yaourt nature, nature sucrée, aromatisé, le fromage blanc, les petits Suisses. Ça peut être du fromage aussi. Attention aux quantités consommées, bien évidemment. Ou ça peut être retrouvé dans des produits qu'on appelle des oléagineux. Les oléagineux, ce sont
Et vous les connaissez, les noix, noisettes, amandes, noix de cajou, noix de Grenoble, etc., etc. Donc, vous avez le droit à chaque fois de vous faire ce petit trio. Une boisson, ou un fruit ou un produit céréalier, accompagné ou d'oléagineux ou de produits laitiers. Et si de temps en temps, on veut se faire plaisir, évidemment, ou à la place du laitage ou du produit céréalier ou du fruit, vous pouvez amener un petit biscuit, un petit muffin. Mais voilà, ça, c'est à faire avec parcimonie, pas tous les jours. Pour vous montrer la différence entre l'apport calorique du grignotage et l'apport calorique d'une collation. Sur le grignotage, imaginons, je vous l'ai mis là sur le petit carré à gauche, un exemple d'une journée type. À 8 heures, vous faites votre petit déjeuner. À 10 heures, une petite pause. Bon, ben, vous êtes tout seul à la maison. Pouf, on tend le bras et on attrape 3 biscuits secs au chocolat. Et puis, juste avant de manger, ou même en faisant à manger sur la pause du déjeuner, vous prenez une petite poignée de chips, hop, des calories en plus. On déjeune et dans l'après-midi, vous prenez un petit peu de bonbons et peut-être à 4 heures, avec les enfants s'ils sont avec vous, pour goûter avec eux, vous prenez un petit bol de céréales. Vient le dîner et devant la télé, on se déguste 4 petits carrés de chocolat. On additionne tous ces apports alimentaires, bien que ce soit de toutes petites quantités. C'est pas énorme, 3 biscuits, une petite poignée de bonbons, de chips, un petit bol de céréales. C'est pas des gros repas que vous avez faits. On arrive quasiment à 1000 calories sur la journée. C'est énorme. Et c'est ça qui fait qu'on prend du poids, qu'on a une sensation de grosse fatigue après avoir mangé ce genre de produit, parce que souvent c'est hyper riche en sucre, ça passe très rapidement dans l'organisme et ça peut même, selon la sensibilité de chacun, vous créer des hypoglycémies réactionnelles, c'est-à-dire en réaction à ce gros apport de sucre, votre corps va essayer de réguler ce sucre, mais il va le réguler un peu trop vite et pouf, on est presque au bord de l'hypoglycémie. Alors, à contrario, l'apport calorique d'une collation. Si on prend 2 apports alimentaires dans la journée, ça peut être par exemple 2 abricots ou une pomme, du raisin, qu'importe, accompagné peut-être plus tard d'une petite poignée d'oléagineux. Donc là, on a mis des amandes. Si on prend une autre collation, si vous faites un yaourt nature aux fruits avec peut-être des biscuits, et là du coup c'est se faire plaisir. Ou si on fait une petite tranche de pain avec du fromage, on est en moyenne, alors j'arrondis un petit peu au supérieur, mais on est en moyenne à 200 calories. C'est quand même 800 calories de moins que si on part sur du grignotage. Donc on appelle ça vraiment des collations efficaces. Ça vous amène de bons nutriments. Vous pouvez être rassasié avec ce type de collation, à condition de prendre le temps de les manger. On parlera du temps à consacrer au repas tout à l'heure. Mais vous voyez que c'est hyper intéressant. Donc, structurez vos apports alimentaires en dehors des repas, de sorte à ce que ça devienne une collation. On va aborder l'importance des sensations alimentaires. Alors, vous connaissez tous les 3 sensations alimentaires. Après, peut-être que vous n'y prêtez pas attention, mais tous les jours, votre corps vous envoie 3 sensations alimentaires différentes. La première, c'est la faim. Et la faim, elle se manifeste de manière physique et vous devriez arriver à la percevoir. La faim, c'est quand votre ventre gargouille, c'est tous les borborigmes, donc tous les glou-glou-glou et les gargouilles qu'on peut entendre. C'est quand on a un creux à l'estomac, quand on a des crampes stomacales, on a une baisse de régime, on devient un peu irritable. Tout ça, c'est de la faim. Et à ce moment-là, cette faim, elle est physiologique. C'est-à-dire que notre corps essaie tout au long de la journée de votre vie d'avoir un taux de sucre dans le sang qui soit plus ou moins stable. Et quand il descend en dessous d'un certain seuil, alerte rouge, on a faim. Donc surtout, si vous ressentez de la faim, à discerner de l'envie de manger, on verra ce que c'est après, il faudra manger. Ne passez pas à côté de cette sensation de faim, c'est un besoin. À discerner, donc on l'a dit, de l'envie de manger. L'envie de manger, malheureusement, souvent c'est lié soit à une émotion, soit à un état d'âme, à l'ennui, la solitude. Et même souvent on se dit, tiens, j'ai peut-être faim, mais il suffit peut-être de boire. Et cette sensation de faim, elle passe.
La deuxième sensation alimentaire, c'est le rassasiement. Le rassasiement arrive au cours d'un repas. C'est cette sensation que vous ressentez qui arrive en général à la fin d'un repas et qui vous dit stop, j'ai plus envie de manger, j'ai suffisamment mangé, je suis rassasié. Et le rassasiement, il a deux origines. La première, elle est mécanique. Ben, plus vous allez manger des aliments, plus vous allez distendre les parois de votre estomac. Et donc, nécessairement, on va avoir une distension mécanique qui va envoyer un message, je suis rassasié. Mais cette distension mécanique et donc ce rassasiement mécanique, il est très éphémère parce qu'une fois que votre estomac sera vidangé, vous ne serez plus rassasié. Donc vient derrière un rassasiement hormonal. Et ce rassasiement hormonal, il est sécrété à partir de 20 minutes, à partir du moment où vous avez commencé à manger. Donc si vous mangez trop vite, si vous mangez en 5 minutes, vous allez me dire, mais moi je ne comprends pas, je mange en 10 minutes et en 10 minutes, moi je suis rassasiée. Oui, mais malheureusement, très certainement que vous aurez faim ou envie de manger peut-être 2-3 heures après, parce qu'il n'y aura pas eu ce rassasiement hormonal. Donc, prenez le temps de manger, de mâcher, de saliver. Tous ces petits facteurs vont vous aider à ressentir ce rassasiement. Et donc, conditionnera aussi la satiété. La satiété, c'est cette troisième sensation alimentaire et c'est le fait de ne pas avoir faim entre les repas. Et c'est conditionner cette satiété par la manière dont vous allez manger sur le repas précédent. Si on mange trop vite, si on ne salive pas suffisamment, qu'on ne mâche pas suffisamment, on aura déjà une digestion toute lourde, mais on n'éprouvera pas nécessairement cette satiété. Donc ça, c'est les trois sensations alimentaires. Et je vais plus particulièrement revenir un petit peu sur la faim, parce que souvent, on oublie de quantifier notre faim. Comment savoir si on arrive à table? Est-ce qu'on a faim? Pas du tout faim. On mange parce qu'il est l'heure de manger, que vous avez l'habitude de manger à midi, par exemple, mais vous n'avez pas forcément faim. Ou justement, vous avez trop faim, vous avez vraiment beaucoup envie de manger. Donc justement, ça, c'est des choses qu'il faut percevoir, évaluer votre faim en arrivant à table. Si vous voyez que à midi pile, vous vous mettez à table, vous n'avez pas faim, peut-être que ce serait judicieux de décaler l'horaire du repas, midi et demi ou 13 heures, quand le temps vous le permet, hein, bien évidemment. Et si justement vous avez l'habitude de manger à midi 45 et que là vous évaluez votre faim à 10 sur une échelle de 0 à 10, évidemment que ce serait peut-être judicieux d'anticiper, de prendre le repas un peu plus tôt. L'idéal, c'est d'avoir une sensation alimentaire de faim qui soit positionnée à 5 sur une échelle de 0 à 10. On n'est pas sur le « je n'ai pas du tout faim » et on n'est pas sur le « j'ai envie de tout manger ». Et au moins, si jamais vous devez même faire à manger, vous ne serez pas tenté de picorer en faisant à manger. Vous pourrez prendre le temps de préparer votre repas, de vous poser et tout juste la sensation de faim arrivera. Et donc, pour mieux ressentir son rassasiement, on l'a dit, prenez le temps de mâcher. Si vous me dites, mais moi, je mets 25 minutes pour manger, mais qu'en fait, vous mâchez 3 fois, vous attendez 5 minutes avant de reprendre une bouchée, le rassasiement et la sensation de satiété ne sera pas la même que si vous prenez réellement le temps de mâcher. Mastiquer, aider votre corps à prédigérer vos aliments, enrobez-les de salive. La salive contient une enzyme qui prédigère déjà les aliments. Faites des pauses entre chaque bouchée en ayant pris le temps de manger. Posez votre fourchette. Faites une pause. Alors, je ne sais pas, peut-être vous pouvez converser avec votre famille ou un collègue si vous l'avez en haut-parleur. Comme ça, vous pouvez papoter si vous voulez au téléphone. Vous pouvez aussi vous servir à l'assiette. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Commencez à vous servir l'entrée si vous structurez vos repas avec entrée, plat, dessert, par exemple. Une fois que vous avez fini, pause, vous vous levez, vous servez le plat chaud. Vous vous installez à la table, vous mangez le plat chaud. Quand vous avez fini, vous vous levez, vous pouvez ramener un petit peu ce qu'il y a sur la table, vous prenez votre dessert et en déstructurant comme ça, non seulement vous arriverez à prendre beaucoup plus de temps à manger, mais en plus, ça impactera votre rassasiement.
Donc, c'est hyper important. Après, c'est vrai que on n'a pas forcément tous les mêmes facilités à percevoir ces sensations alimentaires. Pour augmenter sa satiété, on a dit que c'était directement lié au rassasiement, et donc on vient de voir comment on arrive à un rassasiement. Mais la satiété va dépendre également de comment vous structurez votre repas. S'il n'est pas équilibré, le repas, et peut-être qu'il manquera des choses, certainement souvent des fibres ou même des protéines, qui vont vous permettre d'éprouver cette satiété entre les repas. Et il faut bien évidemment manger suffisamment en volume. Très souvent, mais surtout avec le télétravail, soit carrément on saute le repas et alors à ce moment-là, on n'est ni rassasié et on aura faim dans la journée, soit on picore un tout petit peu de quantité sur le repas et donc on aura faim plus tard. Donc pensez à manger en fonction de votre faim. Et c'est pour ça qu'on l'a dit, c'est important d'évaluer sa faim. Reconnaître vos sensations alimentaires. Mais ça n'a que des avantages d'apprendre à se connaître. Donc, on l'a dit, ça permet de limiter le grignotage puisqu'on sera rassasié et on éprouvera une sensation de satiété entre les repas. Ça permet de mieux se connaître et donc de pouvoir évaluer à quelle quantité j'ai faim sur une échelle de 0 à 10. Donc, quelle quantité il faut que je mange quand je suis à table. Ça permet de limiter les troubles digestifs et tout pour la simple et bonne raison que si vous mâchez, que vous prenez le temps de manger, que vous écoutez vos sensations alimentaires, vous n'aurez pas mal au ventre, vous ne mangerez pas trop, pas assez. Donc, ça limitera tous les troubles digestifs qu'on peut rencontrer. Ça aide à la perte de poids, bien évidemment. Vous écoutez et vous écoutez les besoins de votre organisme. Donc, forcément, on limite la prise de poids et on peut favoriser la perte de poids. Donc, essayez vraiment d'être très attentif à ces sensations alimentaires. On va aborder les bonnes pratiques en télétravail parce que là, on a dit plein de choses, mais j'ai encore plein d'outils à vous donner pour justement limiter ces pièges qui sont liés au télétravail. Faites des pauses actives. On l'a dit tout à l'heure, on manque d'activité parce qu'on ne va plus au travail à vélo, au métro, en marchant. On ne prend pas de pause pour aller descendre les escaliers et faire la pause café. Donc, à ce moment-là, faites une pause active. Peut-être étirez-vous pour réveiller un petit peu le corps et enlever toutes les tensions musculaires d'avoir été assis, le dos avachi. Donc, ça permet de se réveiller. Vous pouvez alors là, je suis un peu méchante, mais vous pouvez passer le balai, l'aspirateur, ça vous fera bouger. Si vous êtes à la maison et qu'il faut faire le ménage, profitez-en, vous pouvez vous occuper pendant 10 petites minutes. Au niveau de l'hydratation, j'avais dit qu'on y reviendrait. C'est important de s'hydrater tout au long de la journée. L'idéal, c'est de consommer l'équivalent de 8 verres d'eau, qui revient à 1,5 litre de boisson à boire sur une journée. Mais l'idée, c'est pas d'avoir la bouteille d'1,5 litre devant soi, parce que visuellement, pour votre cerveau, ça va être une trop grosse étape. Voir une montagne à gravir que de descendre, enfin de boire, pardon, excusez-moi, ce grand litre 5 d'eau. Prenez soit des petits verres, c'est beaucoup plus facile, on se dit on boit le verre, pouf, on a fini. Soit vous prenez des petites bouteilles de 50 centilitres et vous pouvez vous dire, j'essaie d'en passer une dans la matinée, d'en passer une, voire deux entre le déjeuner et le coucher. Ça peut être des choses comme ça. Dans l'hydratation, je rappelle, l'eau est la seule boisson indispensable à l'organisme, mais rien ne vous empêche de boire thé, tisane, infusion, ce genre de produits, ça marche aussi bien évidemment. Et déjeuner en pleine conscience, et c'est ce qui va suivre juste après, mais vous verrez que manger en pleine conscience, c'est hyper important. Ça permet déjà d'optimiser les signaux envoyés à votre corps quand on est en train de manger, puisqu'il faut 20 minutes à votre cerveau pour sécréter les hormones digestives du rassasiement. Donc, si vous mangez en pleine conscience et vous faites en sorte de vous dire, ben là, je suis en train de manger, il n'y a pas d'écran lumineux pour me distraire. Est-ce que ce que je mange, c'est sucré, salé? Est-ce que j'arrive à bien les enrober de salive? Est-ce que je mastique suffisamment? Tout ça, ça va vous aider à prendre conscience que vous êtes en train de manger et donc avoir une qualité de digestion qui soit optimale. Et c'est ce qu'il faut. Et c'est un entraînement.
Et ce que je vous propose de faire, c'est de faire une dégustation en pleine conscience. Donc, je vous laisse peut-être 30 secondes ou une petite minute, ne serait-ce que juste pour aller récupérer dans vos placards un aliment à déguster. Vous pouvez y aller, hein, ça peut être du chocolat, ça peut être une pâte à tartiner, ça peut être un fruit, ça peut être un yaourt, ça peut être un biscuit. Là, ça n'a pas d'importance l'ingrédient que vous allez, enfin le produit ou l'aliment que vous allez choisir, puisque l'idée, c'est vraiment de le déguster en pleine conscience. Donc, je vous laisse aller chercher quelque chose. Alors, bon, je suppose que vous avez mis pause sur la vidéo, le temps d'aller chercher votre petit aliment. Donc, on se retrouve maintenant avec notre aliment en main. Bon, moi, je ne vais pas le faire parce que sinon, la bouche pleine, ça risque d'être compliqué de vous faire découvrir ce qu'est l'alimentation en pleine conscience. Mais je vous propose vraiment de vous laisser bercer par le son de ma voix, de fermer les yeux et de m'écouter. Alors déjà, ce que vous pouvez faire, c'est observer avec la vue votre aliment. Est-ce qu'il est carré, rond? Quelle forme ça a? Est-ce qu'au toucher, il est rugueux? Est-ce que la couleur vous donne envie ou pas? Donc, essayez d'analyser un petit peu ça. La forme, touchez-le. Est-ce que c'est rugueux? Est-ce que c'est doux au toucher? Est-ce que ça pique? Essayez de percevoir un petit peu ça. Et là, ce que je vous propose de faire, c'est maintenant de fermer les yeux et touchez toujours votre aliment. Et vous verrez que la perception du toucher risque d'être différente. Touchez votre aliment. Manipulez-le. Alors peut-être que sous la pression du doigt, ça s'affaisse un petit peu. Peut-être qu'avec la chaleur de la pulpe de votre doigt, ça commence à fondre un petit peu. Essayez de percevoir ces textures. Et là, je vous propose maintenant d'amener votre aliment au niveau de votre nez. Et sentez-le. Est-ce qu'il y a des odeurs qui se dégagent? Est-ce que ces odeurs vous évoquent des souvenirs, des émotions, des souvenirs d'enfance peut-être? Essayez de sentir. Est-ce que c'est une odeur forte, une odeur sucrée, une odeur toute douce qui est très peu perceptible? Sentez. Et là, je vous propose de croquer. Croquez votre aliment. Et là, est-ce que ça croustille? Est-ce que c'est mou? Est-ce que c'est dur? Et essayez de voir le goût. Quel goût ça a? Sucré, salé, amer? Est-ce que c'est acide? Et là, vraiment, tous vos sens, toujours les yeux fermés, sont décuplés. Touchez au niveau de la langue votre aliment et collez-le au palais. Est-ce que c'est doux? Est-ce que ça fond? Est-ce que c'est rugueux? Est-ce que ça picote? Et là, essayez toujours, en sollicitant tous vos sens, en dehors de la vue à ce moment-là, est-ce qu'au niveau de l'ouïe, de l'odorat, du goût et du toucher dans la bouche, est-ce que ça vous évoque des choses? Est-ce que ça vous évoque des émotions positives? Et comme on l'a dit tout à l'heure, peut-être des souvenirs d'enfance. Vous pouvez, une fois que vous avez analysé tout ça, avaler une première bouchée. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais rien qu'entre le moment où vous avez pris votre aliment dans les mains et le moment où vous l'avez avalé, il s'est passé presque une minute. Alors que d'habitude, on aurait mis l'aliment, on l'aurait un tout petit peu mastiqué et on l'aurait avalé de suite. Et là, vous allez pouvoir entamer votre deuxième et dernière bouchée et revivez cette expérience. Vous pouvez le plaquer contre les joues, sous la langue, vous amuser avec les dents à le mâchouiller, le mastiquer, enrober cet aliment de salive pour que ça le rende tout doux, tout moelleux, tout humide. Découvrez un petit peu, est-ce que ça a la même saveur que sur la première bouchée? Est-ce que ça a le même goût? Est-ce que je sens toujours toutes ces odeurs? Est-ce que ça me bouleverse? Est-ce que je prends beaucoup de plaisir à manger cet aliment? Et après, je vous invite donc à avaler la deuxième et dernière bouchée. Et là, vous pouvez faire le point. Est-ce qu'en faisant comme ça de l'alimentation en pleine conscience, en sollicitant mes 5 sens, est-ce que je vais manger autant
que si je suis en train de m'ennuyer, je grignote un morceau, je l'avale sans mastiquer et derrière, j'ai une sensation plus de culpabilité. Là, non, on est bercé par ce sentiment d'avoir fait quelque chose d'agréable, ça nous a fait plaisir et on y a pris du plaisir. Et ça, c'est des choses que je vous invite à refaire dans la journée, dans la semaine, dans le mois, tout au long de votre vie, parce que c'est des choses qui nous procurent du plaisir et ça nous permet un peu de se reconnecter avec ces sensations alimentaires et avec ces sens. Donc, j'espère que cette petite dégustation vous a plu. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans une 4e vidéo pour parler du stress et comment gérer ce stress par le biais de l'alimentation. Et du coup, on verra plein de petites astuces et surtout comment le stress peut influer sur notre organisme, notre cerveau et au niveau de nos actes alimentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, surtout la dégustation en pleine conscience. Et j'espère du coup que vous saurez tout au long des prochaines semaines déjouer tous les pièges du télétravail. Je te souhaite de passer une excellente journée. À bientôt.